Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Et bienvenue au micro de la Grande Merci. Table. Vous êtes ici autour de cette Grande Table parce que vous venez de faire sortir un livre qui s'intitule Le Califat du sang, qui est édité chez Grasset. Un livre qui part d'une idée contre-intuitive. On connaît votre goût pour la nage à contre-courant. Et bien voilà, vous nous dites, les islamistes n'ont jamais fait aussi peur. On pense à Daesh, évidemment, mais ils ne sont pas les seuls aujourd'hui. Et en même temps, vous nous dites, ils n'ont jamais été aussi faibles. Expliquez-nous ça. Vous venez de le dire juste avant de me donner la parole. Les élections présidentielles tunisiennes montrent encore une fois le tassement des islamistes et de leurs partisans. Ce sont d'ailleurs des islamistes bien plus modérés que ceux auxquels on a affaire ailleurs. Mais j'observe que dans l'ensemble, même si l'affaire n'est loin d'être terminée, il y a un redressement qui s'opère dans l'ensemble du monde musulman, le monde musulman classique, depuis le Maroc jusqu'au Pakistan. Et on voit des forces se lever de plus en plus nombreuses pour dire non à l'islamisme, sous différentes formes. L'islamisme politique n'est pas illégitime dès lors qu'il respecte un certain nombre de règles, ce qui a été le cas en Tunisie ou au Maroc. D'autres sont bien plus violents, et puis entre les deux, nous avons les frères musulmans égyptiens qui n'ont cessé de montrer à la population, quand ils occupaient le pouvoir, à quel point ils étaient prêts à bafouer un certain nombre de libertés fondamentales. Partout, un mouvement s'est dressé, et enfin surtout, en Iran, les élections ont été sincères, ça faisait longtemps qu'elles ne l'étaient plus. Rouhani, qui était le candidat de la paix, et le candidat également de la négociation, et qu'il a dit explicitement avant le premier tour, a été élu dès le premier tour avec 55% des voix. Donc, dans l'ensemble, il y a quelques points noirs. Et la Turquie ? La Turquie, ce n'est pas si grave que ça. Marathon. 46% quand même de voix pour les différentes oppositions. Et un président, Erdogan, qui est obligé de louvoyer et qui n'abat pas tout à fait la virilité de son jeu. Mais bien entendu, ça faisait partie des points noirs que j'évoquais mentalement. Bon, cela dit, bien sûr, la situation va encore bouger, mais elle est loin d'être désespérée. Et à ce moment-là, précisément, c'est là que nous voyons avec Daesh émerger une forme hyper violente, terrible, sadique, monstrueuse même, à bien des égards, d'islamisme politique. Et personnellement, j'ai été frappé de cela parce que certains des épisodes les plus dramatiques de la Deuxième Guerre mondiale se situent à un moment où l'Allemagne nazie était clairement battue, notamment par exemple la liquidation du ghetto de Varsovie, mais il y en a bien d'autres. Et puis également en Asie, lorsque Mao était en train de capoter complètement et que Deng Xiaoping se préparait à lui succéder, nous avons eu l'épisode terrible du Cambodge avec les Khmers rouges, qui est la dernière manifestation la plus épouvantable sans doute, ou l'une des plus épouvantables du maoïsme. Donc ce n'est pas absolument rare de constater qu'il n'y a pas de corrélation entre le degré de violence atteint par un mouvement et ses capacités de rassemblement. Aujourd'hui, c'est curieux, mais c'est ainsi, les capacités de rassemblement de l'islamisme politique sont en baisse. Mais est-ce qu'on peut dire, Alexandre Adler, d'un côté, on ne doit pas avoir peur, et de l'autre, faire les comparaisons que vous faites, par exemple avec Mao et le génocide au Cambodge. Le génocide au Cambodge a eu lieu, donc ça veut dire qu'ils ont un pouvoir de nuisance, si on poursuit votre comparaison. Ils peuvent avoir un pouvoir de nuisance bien sûr. Extrêmement grave. Extrêmement grave. On a vu les yézidis, minorités religieuses non musulmanes, et pour la plupart kurdes, se faire massacrer les uns après les autres, sans aucune discrimination. On voit les chrétiens qui sont menacés partout, Daesh s'étend. On voit bien aussi que les prisonniers ne sont pas voués à un avenir certain. Donc les crimes vont se multiplier, et les crimes nous impressionnent. Mais bien entendu, il est plus facile de montrer les crimes de Daesh, d'ailleurs ils les mettent en scène eux-mêmes pour impressionner, que les élections tunisiennes qui ont l'air d'être une élection cantonale. Et pourtant, ces deux événements devraient au moins être pesés l'un avec l'autre. La vérité, je le pense, c'est que Daesh sera vaincu. Ils seront vaincus parce que militairement, ils ne sont pas si forts que cela, et parce que politiquement, ils sont en train de dresser contre eux l'essentiel des forces qui comptent dans le monde musulman. Mais bien entendu, cette victoire sera difficile. Je vais citer Churchill. Vous savez, juste après la victoire d'El Alamein et la série des grandes victoires de la coalition anti-nazie, il avait dit, ce n'est pas encore le commencement de la fin, mais c'est au moins la fin du commencement. Eh bien, c'est exactement là où nous en sommes. Pourquoi ce sera difficile alors s'ils ne représentent pas une force importante et que tout le monde est contre eux ? Parce qu'ils sont fatintisés, qu'ils ne se rendront pas, que ce n'est pas un feu de paille, que les gens qui sont là sont prêts à mourir, ce qui n'est pas le cas évidemment de leurs adversaires, que l'État irakien est dans un état lamentable
que le pouvoir chiite a créé, en rompant avec la minorité sunnite d'une manière inadmissible, et qu'enfin, les différents pays occidentaux ne veulent plus s'en mêler directement. Donc on est obligé de s'appuyer sur quoi? Sur les frappes aériennes, l'aide indirecte. C'est le minimum qu'on doit faire, on doit continuer de le faire. Ah ben je suis bien d'accord, bien sûr qu'il faut le faire. Mais je le vois bien, même les États-Unis, qui vont un peu plus loin, se heurtent à un scepticisme de l'opinion publique. Donc c'est tout ça ralentit encore effectivement les choses. Mais il me semble malgré tout que la solution, sauf évidemment accident grave qui serait un renversement de pouvoir actuel en Arabie Saoudite. Sans cela, je ne pense pas que Daesh puisse aller tellement plus loin. D'ailleurs, il ne dépasse pas les limites du pays sunnite en Irak. Et ils n'ont pas, loin de là, réussi à changer les lignes, soit avec les Kurdes, qui se battent très bien, soit avec l'armée de Bachar Assad. Alexandre Adler, vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de géopolitique et pour dialoguer avec vous, peut-être vous titiller, je ne sais pas, nous allons voir, nous avons proposé à un autre géopolitologue de rejoindre la Grande Table, c'est Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous faites paraître, vous, de votre côté, Géopolitique du printemps arabe aux éditions PUF et je crois que vous avez lu Le Califat du sang. J'ai lu et j'ai apprécié. Alors moi, j'adore titiller Alexandre Adler, mais c'est difficile parce que c'est un très bon géopolitologue. Je serais d'accord avec lui sur la volonté d'autant plus forte de provoquer de véritables meurtres de masse, voire des massacres, lorsqu'on ne parvient pas à ses fins. Et dans les années 90, lorsque la mouvance Al-Qaïda se crée, elle établit 3 objectifs stratégiques qui ont tous échoué. Le premier, c'est de s'emparer de l'Arabie Saoudite avec ses fabuleuses réserves pétrolières. Et donc d'abattre évidemment le pouvoir wahhabite, pourtant lui-même islamiste, en place. Deuxième objectif stratégique échoué, c'est de s'emparer du Pakistan avec l'arme atomique. Et enfin, le troisième, heureusement, celui-ci a totalement échoué, c'est de provoquer le chaos en Occident, le chaos intercommunautaire, et de faire se soulever précisément les communautés d'origine musulmane. Et lorsqu'on échoue sur ses propres objectifs, eh bien, on joue le tout pour le tout. D'où une violence exacerbée qui d'ailleurs qui n'est pas nouvelle, qui ne concerne pas que l'État islamique aujourd'hui, qui évidemment a incarné Al-Qaïda, même si maintenant, comme disent les jeunes, c'est un petit peu vintage. Cela dit, ça reste un groupe terroriste extrêmement dangereux. Donc la violence est d'autant plus grande, la détermination à mourir et à tuer est d'autant plus forte qu'ils ont échoué, les islamistes de manière générale dans le monde, ont échoué à prendre le pouvoir. Et lorsqu'ils ont pris le pouvoir par les urnes, comme en Égypte, qu'on n'a pas encore évoqué, je crois, eh bien, ils l'ont perdu. Alors certes, par la force, mais ils l'ont perdu, puisqu'aujourd'hui, le maréchal Al-Sisi semble être au pouvoir pour longtemps. Mais puisque vous m'avez demandé de titiller Alexandre Adler, il y a tout de même quelque chose... Je vous demande si vous avez envie de le titiller. Ah, j'ai très envie de le faire. Non, il y a un point qui me rend tout de même plus circonspect, voire pessimiste à moyen et long terme. C'est le social. Ici en France, nous sommes des passionnés de politique. Et notre prisme politique ou de politologue, parce qu'il y a 65 millions de politologues en France, nous projette dans un monde musulman qui ne serait que politique. Or, l'un des moteurs principaux, sinon le moteur principal du printemps arabe, ça a été la situation sociale qui est soit très médiocre, soit parfaitement catastrophique du Maroc. D'ailleurs, le Maroc s'en sort très bien. On va dire de l'Algérie jusqu'à l'Indonésie. Et sans compter bien évidemment les pétromonarchies du Golfe qui sont un cas tout à fait à part. Or, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je crains qu'une fois qu'effectivement l'État islamique sera confiné, il l'est déjà dans une certaine mesure, comme on a très bien dit, et lorsqu'il sera éventuellement vaincu par les propres forces irakiennes ou musulmanes de l'intérieur du monde musulman, restera le problème du social. Or, qui fait du social lorsque l'État central n'assume pas ce qui est à minima tout de même sa mission philosophique fondamentale, à savoir assurer la subsistance donc, de sa population? Ce sont les extrémistes. Tout le monde le fait. Tout à l'heure, Alexandre parlait des nazis. Durant les froids hivers berlinois 30, 31, 32, qui distribuait la soupe populaire? Eh bien là, c'est pareil. Les frères musulmans, les Ikhwan et d'autres mouvances également, on pourrait y revenir, ont proposé ces dernières décennies, ces dernières années en particulier, ont été les seuls à le faire, une meilleure situation sociale. Si on ne résout pas ça à minima, alors on ne résoudra pas le problème de fond. Alexandre Adler. Oui, en gros, je n'ai rien à reprocher à Frédéric sur cette analyse. Bien sûr que, par exemple, l'État égyptien a fait faillite très tôt dans ses fonctions de redistribution et de soutien à la partie pauvre de la société. Et les frères musulmans qui savaient ne pas pouvoir s'emparer du pouvoir d'État
se sont introduits avec beaucoup d'habileté pendant une dizaine, quinzaine d'années dans toutes les failles de l'État-providence. Ils ont assuré l'enseignement gratuit, ils ont assuré la santé gratuite en mobilisant l'idéalisme de jeunes médecins. Bref, on voit bien que tout ça existe et ça peut repartir. À ceci près que malgré tout, les chocs intervenus ont quand même fait bouger les choses. Et pour moi, évidemment, c'est l'Égypte qui est la divine surprise. Je ne suis pas surpris de l'Iran. Toute personne qui a regardé les films iraniens de ces dernières années voit que c'est une des premières cinématographies du monde et que visiblement les cinéastes, les Kiarostami et autres n'ont rien à voir avec le pouvoir en place et que donc il se passe quelque chose dans cette société qui a maintenant près de 90% de scolarisés, un taux d'alphabétisation qui est celui de l'Occident, une démographie qui est la nôtre aussi, un rôle des femmes considérable malgré le tchador qu'on les oblige à porter car elles ont pris en main une grande partie de l'économie et de la société. Je ne suis pas étonné de ce qui se passe en Iran. Et ce n'est pas du tout le retour aux affaires des islamistes, bien au contraire. Mais l'Égypte, pour les raisons que Frédéric nous donne, je n'y croyais pas du tout. Je pensais que les frères musulmans seraient là pour une dizaine, une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, mes amis militaires également, parce qu'ils se préparent une longue lutte de position, de tranchées, pour essayer de faire reculer les frères, mais ils n'étaient pas du tout dans l'idée qu'ils allaient pouvoir s'emparer du pouvoir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quand même eu 10 millions de personnes dans la rue, dont des gens qui ne sont pas dans une vie très prospère. On n'avait jamais vu ça en Égypte. Et c'est ces manifestations de masse qui ont précipité le schéma que l'on voit aujourd'hui. Donc, il me semble que, d'une certaine manière, les choses se sont accélérées. Les frères musulmans, qui étaient le parti principal, le parti fondateur du courant islamiste, a échoué lamentablement, et très vite, et par une série d'érosions électorales successives. Il a aussi montré le bout du nez, puisque on dit que le général Sissi a voulu le renverser après avoir été convoqué à un dîner où il y avait l'assassin de Sadat qui avait été invité avec lui. France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet. Aujourd'hui avec Alexandre Adler qui publie Le califat du sang chez Grasset ou l'échec annoncé de Daesh et des islamistes, et Frédéric Ancel qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être autour de la table également. Frédéric. Oui, Alexandre vient de mentionner ces 10 millions de personnes qui effectivement ont littéralement mis dehors Morsi, les mêmes qui avaient voté massivement, soit pour les frères musulmans l'année précédente seulement, hein, c'était pas très loin dans le temps, soit pire pour les salafistes. Hein. Et ces deux listes sur une trentaine qui se présentaient en 2012 ont obtenu toutes les deux à elles seules 65% des suffrages exprimés. Or effectivement, moins d'un an plus tard, 10 millions de personnes dans la rue pour chasser ce pouvoir. Mais pourquoi ? J'y reviens, parce qu'il n'a rien fait sur le plan social. Toutes les promesses qu'il avait proposées à la population égyptienne, qu'il avait faites, se sont avérées lamentablement échouées. Il n'a rien fait. La seule réforme qui a été proposée, c'est celle effectivement du tchador pour les écolières. Mais ça ne se mange pas, le tchador. Et au regard de la démographie et de l'économie rentière égyptienne, et là je partage tout à fait l'inquiétude d'Alexandre, mais je crois que je serais peut-être encore plus inquiet que lui, si le maréchal Sissi aujourd'hui ne pourvoit pas à cela, il sera à son tour renversé. Et il aura aussi des millions de personnes dans la rue, sauf que ça sera plus sanglant, parce que là, il y aura des chars d'assaut. Il insiste, Frédéric Ancel, Alexandre Adler, et c'est vrai que dans votre livre, à la question « Pourquoi on se trompe quand on évoque l'éventuel succès de Daesh ?», vous répondez par faiblesse géographique, par sa faiblesse géographique, par le fait qu'ils ont des bases financières insuffisantes, qu'ils n'ont pas d'alliés à proximité et qu'ils sont aujourd'hui dans une faiblesse stratégique. Effectivement, le social, on ne le voit pas poindre. Le social, ce sont des problèmes à plus long terme. Il est évident que les sociétés musulmanes doivent encore beaucoup se réformer. Certaines le comprennent. Le Maroc, auquel Frédéric a fait allusion, qui est actuellement dans une situation d'essor et d'optimisme qu'on voudrait bien voir ailleurs. Mais j'ai l'impression que peut-être la lumière s'est allumée dans les cerveaux parfois brumeux de nos amis saoudiens. Car la façon dont l'Arabie saoudite s'est jetée au secours du maréchal Sissi montre qu'elle a parfaitement compris que le premier enjeu était celui-là. Les Saoudiens, finalement, ont compris qu'avec leurs immenses excédents pétroliers, dont d'ailleurs l'utilisation
évolue, puisque maintenant l'Arabie saoudite a une population supérieure à 40 millions de personnes, et donc l'État-providence saoudien, ce n'est plus les liasses de billets qu'on donne à des assemblées de copropriétaires, il faut faire un peu plus. Mais mieux, je dirais qu'il y a une élite qui a été formée aux États-Unis essentiellement, et qui a compris que l'avenir de l'Arabie saoudite lui-même, et des Émirats d'ailleurs, se jouait en Égypte. Et donc aujourd'hui, la symbiose économique qui est en train de se faire, elle ne permet pas tout. Mais disons que déjà, elle dégage le maréchal Sissi des principaux dangers qu'il courait. Il reste le canal de Suez. Et puis demain, sans doute aussi, il y aura une augmentation du prix du pétrole quand les Saoudiens le voudront bien. Une question d'Antoine Mercier. Oui, alors parce qu'il y a quand même des choses qui frappent, en tout cas quelqu'un qui n'est pas informé comme vous l'êtes, Alexandre Adler, qui sont des choses dont vous parlez, d'ailleurs la territorialisation du terrorisme, qui est un élément quand même relativement nouveau, en tout cas à ce niveau-là, et puis aussi quand même la force d'attraction que malgré tout ce genre d'action suscite dans plusieurs pays, et le fait de voir que je ne sais pas combien, 20% peut-être des effectifs de Daesh sont des gens qui viennent de l'extérieur, est-ce que cela, ce n'est pas un phénomène qui peut malgré tout changer la donne et modifier un petit peu le regard géopolitique classique qu'on peut porter sur les forces en présence? Si, tout à fait. Et en particulier, nous avons une sonnette d'alarme qui s'est déclenchée, qui est la participation d'une partie de l'immigration d'origine musulmane dans la plupart des grands pays européens, la France et l'Angleterre semble-t-il en tête. Alors cela, c'est une question sérieuse que j'ai d'une certaine manière observée sans la comprendre depuis des années. C'est que souvent, il existe dans des immigrations, par exemple en France, des poches de radicalité que l'on ne retrouve pas en Algérie, par exemple. Qu'on ne retrouve certainement pas au Maroc. C'est-à-dire qu'en réalité, une partie de cette population qui a été transplantée a un sentiment d'aliénation, d'humiliation, de rupture avec la société qui les accueille, qui radicalise un certain nombre d'entre eux. Vous savez que les Américains font des sondages en tout genre, et l'Institut Pew avait montré un résultat très surprenant pour la France. La France est le pays où très majoritairement les Français d'origine musulmane se déclarent d'accord avec l'intégration, d'accord avec les valeurs républicaines, d'accord avec l'idée d'être Français à part entière, beaucoup plus qu'en Angleterre par exemple. Et en même temps, la France est le pays où la minorité qui s'oppose à cette vision, minorité qui est probablement la plus faible de toute l'Europe, est aussi la plus radicalisée. C'est un phénomène qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que ceux qui vraiment refusent ne sont pas si nombreux que ça, mais ils sont très résolus. Et c'est ces méras, ces assassins que nous avons vus ici ou là se passer à l'action, sans même avoir besoin d'une organisation très puissante. Et donc ce sont les mêmes aujourd'hui, y compris des jeunes prosélytes. Mais est-ce que ça peut pas jouer aussi un rôle sur le terrain, indépendamment de sur le terrain, ils vont sur le terrain, mais enfin écoutez, c'est pas sur les quelques malheureux qui seraient allés dans la bande à Bono en 1910 et qu'on retrouve en Syrie que joue l'avenir militaire de Daesh. C'est un vrai problème pour nous, c'est un problème qui ne peut pas être uniquement répressif, d'ailleurs c'est un problème qui demande plus grande réflexion sur l'intégration, mais bien entendu, ce n'est pas décisif pour Daesh. Disons que c'est une chose inquiétante. D'ailleurs, le GIA a commencé à s'attaquer au FIS en France, en liquidant quelques cadres modérés du FIS qui commençaient à discuter avec le gouvernement algérien, bien avant de l'avoir fait en Algérie. Nous avons eu des meurtres dans la mosquée de la rue de Tanger, par exemple, bien avant Bentala et Tibérine. Mais c'était les mêmes. Alors bon, ceci demande une vraie réflexion. Ce n'est pas la même, si vous me permettez. C'est-à-dire que ce n'est pas eux, ces malheureux, qui vont renverser ni les gouvernements occidentaux, ni même l'État irakien. L'État irakien doit être réformé en profondeur. Et là, je penserais quand même, pour répondre, pas de manière polémique du tout, Frédéric, que l'homme ne mange pas que du pain. Il mange aussi des idées. Si les Irakiens avaient été gouvernés par des chiites modérés et en cherchant la réconciliation avec les sunnites, nous n'en serions pas là. Si Bachar Assad n'avait pas décidé d'appuyer sur le champignon de la violence armée contre ses opposants, nous n'en serions pas là non plus. Et parlons de ces idées, Alexandre Adler, et pas seulement donc du pain, mais parlons de ces idées justement, de ces groupes et de ces mouvements dont vous faites des liens entre les territoires, pour revenir à la territorialisation dont parlait Antoine. Vous dites qu'il y a 4 territoires qui aspirent aujourd'hui à la restauration du califat. L'idée centrale est-elle là ?
Est-ce que c'est la restauration du califat qui unit d'un côté la région frontalière Irak-Syrie, de l'autre les régions patanes d'Afghanistan, au Maghreb dans l'Azawad, et puis du nord-est du Nigeria, la République centrafricaine? Disons que ce thème du califat n'est pas né d'une campagne publicitaire récente, c'est un thème présent, je dirais même obsessionnel dans la pensée musulmane. Ce sont les forces les plus conservatrices qui ont toujours insisté sur la légitimité sans comparaison possible du califat avec les États séculiers. Et depuis la suppression du califat ottoman en 1923 par Mustafa Kemal, c'est devenu un objectif et en tout cas un thème de la pensée islamiste. C'est ainsi que Oussama Ben Laden, dans la première vidéo après le 11 septembre, disait « Depuis 1923, je crois, ou à peu près cela, les musulmans sont en deuil. » Alors les gens ne comprenaient pas. Alors moi, bien sûr, je comprenais. Je me souviens très bien avoir dit, mais oui, il prend 1920 parce que c'est la fin du califat. Et en effet, ce point fait partie de la doctrine. Alors elle se décline de différentes manières. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les Touaregs qui ont pris les armes avec Akhali dans l'Azawad ou les Pashtuns qui attendent le moment de se venger du pouvoir de Kaboul sont des fanatiques du califat qui y réfléchissent tous les jours. Simplement, c'est un étendard. C'est un étendard qui permet de regrouper tous ceux qui pensent que le monde va mal. Enfin, tous ceux qui, sans avoir lu Zemmour, pensent un peu comme lui, qu'avant c'était mieux et aujourd'hui c'est terrible. Et donc, évidemment, comme nous sommes sous un climat plus chaud que celui dans lequel notre collègue Zemmour écrit, ça donne des choses comme celle-là, oui, en effet. Frédéric Ancel. Oui, ne parlons plus donc de social, des idées, pourquoi pas, des idées et des races et des religions aussi malheureusement. Parce que pour la première fois, l'État islamique mène une véritable purification ethno-religieuse. Il faut bien appeler un chat, et là c'est quelque chose que même chez les islamistes les moins plaisantins, on avait très rarement vu. C'est quelque chose qui est d'autant plus rare que dans l'islam ultra-conservateur, on aime bien montrer qu'on accueille précisément des minorités, alors attention, celle du livre, dans le cadre d'un statut extrêmement restrictif qui est humiliant, qui s'appelle le statut de dhimmi. Mais là, cette fois-ci, ça ne se produit plus comme ça. On chasse délibérément tous ceux qui ne sont pas musulmans sunnites. Et là, de ce point de vue-là, on a franchi non pas un cap dans les idées ou dans la doctrine, mais dans simplement un fanatisme de type apocalyptique. Parce que les chiites ne veulent pas le retour du calife. Ils ne sont pas du tout. Donc là, on active encore la guerre entre sunnites et chiites. Mais d'abord, ils n'ont jamais tellement cru à cela. Ils ont combattu justement les pouvoirs du califat à l'époque classique. Il y a eu une petite tentative fatimide en Égypte sans lendemain, mais depuis que le chiisme est la religion d'État de l'Iran, il a développé toute une théorie pour dire que ce califat ne pourrait être vraiment restauré qu'avec le retour du Mahdi, c'est-à-dire la libération totale, en fait ce que nous appelons le messianisme dans le langage judéo-chrétien. Et donc un peu de messianisme donne des exagérations, beaucoup éloignent justement des objectifs révolutionnaires comme ceux-là. Dans le chiisme classique, la question du califat se posera, mais bien plus tard. Ce n'est pas un élément central d'un programme politique. Maintenant, ce que Frédéric a souligné, c'est que Zarqawi, qui était en dissidence avec Oussama Ben Laden et qui est le vrai père fondateur de ce qu'on appelle maintenant Daesh, était un anti-sunnite radical. Justement, les dirigeants d'Al-Qaïda étaient plus nuancés et voulaient éviter cela. Lui, non. Et c'est ainsi que la guerre en Irak est devenue d'abord une guerre anti-chiite, et maintenant c'est son prolongement, c'est le deuxième round qui se joue, et on ne prend plus le moindre gant. Pas non plus avec les Kurdes, qui après tout sont des musulmans, mais dont on n'entend rien, on considère que ce sont des traîtres à l'islam, et ainsi de suite. De même que à Tombouctou, on a vu les équivalents locaux s'en prendre aux mosquées les plus saintes de ce qui est la capitale de l'islam africain, s'en prendre aux manuscrits, bref, se livrer à des déprédations, vandalisme révolutionnaire, dont on avait vu la première forme avec les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Alors tout ça, c'est un peu nouveau, hélas, mais ce n'est pas du nouveau très, très encourageant. C'est justement, je voudrais revenir là-dessus parce que vous avez l'air d'être plutôt optimiste globalement. Et là, vous venez finalement d'ouvrir le capot du moteur et de regarder comment les visions du monde qui sont à l'œuvre. On voit bien qu'avec le califat, c'est le retour de la religion politique, c'est-à-dire que l'islam se met en route politiquement aussi grâce au califat, et on voit bien que du côté iranien également, l'attente eschatologique de ce fameux prophète caché, cet imam caché, est aussi quelque chose qui est en train de revenir
de manière forte, en tout cas parmi les théologiens, tels qu'on a pu les voir ces dernières années. Alexandre Adler. Non, les théologiens Et iraniens j'ajoute sont ça à les la plus modérés situation aujourd'hui par de ailleurs loin. en Israël et en Palestine, où on voit aussi que ces éléments-là sont en train de reprendre du service. Est-ce que vous ne voyez pas globalement quand même, justement, une pression, une tension qui s'accroît du fait que se relient tout d'un coup politique et religion dans Rassurez cette un région. peu Antoine, parce qu'Antoine, il est Non. plutôt inquiet. Non, mais vous avez raison, bien sûr. J'essaye de faire Et contrepoids on voit, parce à que- l'optimisme. Non, mais c'est pas ça. C'est que, évidemment, comme on parlait du capot, tout chauffe, hein, évidemment. Et donc, même des mouvements qui sont relativement inoffensifs encore, finissent par relever la tête un peu partout. Ce qui ne veut pas dire que le diagnostic doit être le même partout. Et si vous voulez mon humble avis, si aujourd'hui les musulmans de toute la planète avaient le droit de vote, comme ils l'ont en Tunisie, les résultats seraient très défavorables à l'islamisme. Mais ils ne l'ont pas. De même que Hitler ne faisait pas des référendums auprès du peuple allemand après Stalingrad pour dire est-ce que vous allez continuer ou est-ce qu'on quitte. Non, pas du tout. Et dans ces conditions, nous avons une recrudescence de violence, et je dirais une violence qui s'est radicalisée, en effet. Et donc cela n'est non seulement pas encourageant, mais demande bien sûr que l'on agisse. Moi, je ne suis pas du tout pour dire oh là là, on va se laver les mains de tout ça va s'arranger de soi-même. Pas du tout. Mais je constate qu'il existe aujourd'hui des forces résolues à combattre. Le combat ne sera pas facile. Oui, vous parlez, Alexandre Adler, du basculement saoudien, dont vous avez dit un mot tout à Oui. l'heure, et d'un accord possible entre justement, on y est, entre l'Iran chiite et l'Égypte sunnite. C'est très long. Mais j'observe que depuis 1945, les deux grandes puissances de l'islam, que sont l'Égypte et l'Iran, ont toujours été opposées. Pas nécessairement programmatiquement, mais quand l'une était révolutionnaire, l'autre était conservatrice, et inversement. Tout d'un coup, avec l'arrivée du maréchal Sissi, qui est vraiment la divine surprise de cette affaire, beaucoup plus que la victoire de Daesh, il s'est passé quelque chose. D'abord, Sissi a arrêté net ce que son prédécesseur Morsi était en train de faire, c'est-à-dire de recruter des volontaires égyptiens pour rejoindre l'insurrection contre Bachar Assad. Et discrètement, mais clairement, l'armée égyptienne ne veut plus gêner en quoi que ce soit Bachar Assad. Alors il reste des oppositions pro-islamistes comme celle du Quai d'Orsay avec Laurent Fabius, mais c'est moins grave que si l'Égypte s'était mis dans l'affaire. Et les Iraniens, évidemment, ne sont pas sans avoir aperçu cela, et donc tout en faisant mine de ne rien savoir, le dialogue entre l'Égypte et l'Iran pour abattre l'ennemi commun a commencé. Vous connaissez là encore le mot de Churchill. Il avait dit à propos de l'Union soviétique en 1941, si M. Hitler avait décidé d'envahir l'enfer, j'aurais des mots très encourageants pour Satan à la Chambre des communes. Eh bien, aujourd'hui, ils en sont là, les Égyptiens et les Iraniens. Ni le Caire ne souhaite la défaite de l'Iran en Irak, ni Téhéran ne souhaite l'effondrement de Sissi, alors que nous avons effectivement du Sinaï à la Libye des insurrections sunnites radicales. Vous n'arrêtez pas de citer Hitler, d'ailleurs vous le faites aussi dans votre livre, Le califat du sang, Alexandre Adler. C'est Hitler à quel moment? Parce que si c'est Hitler en 1945, ça peut rassurer quelqu'un comme Antoine Mercier qui est plutôt pessimiste. Mais si c'est Hitler des années 20 ou des années 30, on n'est pas dans l'optimisme le plus béat quand même. Alors, je dis Hitler parce que je l'ai bien connu. Si vous voulez, je me suis occupé de lui depuis ma jeunesse. D'ailleurs, ma grand-tante en parlait beaucoup et au fond, elle exagérait. D'ailleurs, une fois, elle a même dit que mon père lui avait mis à la retraite, alors qu'au fond, c'était exactement comme Hitler qui avait décidé qu'un certain nombre d'activités seraient interdites aux Juifs. Alors, c'était un peu exagéré. Ça, c'est l'hystérie familiale. Mais quand même, ce que je vois, si vous voulez, c'est que Hitler a beaucoup séduit, notamment la classe dirigeante britannique, en 1920 et 1930. C'est un homme très intéressant, il va se calmer un peu comme Mussolini. Le coup que les partisans de l'islamisme nous ont fait dans les médias et dans les thèses universitaires en France, mais aussi aux États-Unis, c'est-à-dire troublante modernité. Vous savez, la troublante modernité, la bouleversante modernité. Un beau jour, on s'est dit que c'était ni bouleversant, ni moderne. Eh bien, Hitler a fait illusion avec Chamberlain longtemps. Et puis un beau jour, c'est l'Angleterre qui a pris la tête. Il n'était pas gagné de cette croisade anti-hitlérienne. Bref, ce que je veux dire, c'est que non, l'islamisme a déjà fait beaucoup de mal, mais il a aussi fait l'épreuve de son ineptie. Donc ce n'est qu'une question maintenant de temps et de résolution et de morale pour effectivement en finir et ainsi profiter de l'immense civilisation de l'islam qui est aujourd'hui stérilisée par ces gens.